Donc, cette fois-ci, j'envoie. Journal de Jonathan Harker, 29 septembre. J'écris dans le train qui me ramène à Londres. Quand M. Billington me fit aimablement savoir qu'il était prêt à me donner tous les renseignements qu'il possédait, je pensais que le mieux pour moi était de me rendre à Whitby. En effet, je voulais alors simplement, mais exactement, connaître l'endroit de Londres où avait été expédiée la sinistre cargaison du comte. Plus tard, nous pourrions avoir à nous en occuper. Le fils Billington, un charmant garçon, m'attendait à la gare. Il me conduisit chez son père, où il avait décidé que je passerais la nuit. Je fus accueilli avec cette hospitalité propre au Yorkshire. On donne tout à l'invité, et on le laisse faire tout ce qu'il veut. Comme chacun savait que j'avais à m'occuper de beaucoup de choses en un temps très court, M. Billington avait préparé tous les papiers concernant l'expédition des caisses. Je tressaillis quand je reconnus une des lettres que j'avais vues sur la table du comte à l'époque où j'ignorais encore ses plans diaboliques. Il avait pensé absolument à tout, agi avec précision et méthode. Il avait prévu, semblait-il, chaque obstacle qu'aurait pu rencontrer l'exécution de ses projets. Pour user d'une expression américaine, il n'avait pris aucun risque. Et l'exactitude avec laquelle ces instructions avaient été suivies n'était que le résultat logique du soin qu'il avait mis à préparer toute cette affaire. J'eus la facture sous les yeux et je remarquai tout particulièrement qu'il y était écrit 50 caisses de terre ordinaires destinées à certaines expériences. Mon hôte me montra également la copie de la lettre adressée à Carter par Patterson et compagnie, ainsi que la réponse de cette firme et de ces deux lettres. Il me remit une copie. Comme c'étaient les seuls renseignements qu'il pouvait me donner, je descendis au port afin d'interroger les gardes-côtes, les employés de la douane et le capitaine du port. Ils eussent tous quelque chose à dire au sujet de l'arrivée insolite de ce bateau mystérieux dont l'histoire appartient déjà à la tradition locale. Aucun d'eux pourtant ne put me donner la moindre explication quant au contenu des caisses. Je dus me contenter de la simple indication lue sur la facture, 50 caisses de terre ordinaire. J'allai ensuite trouver le chef de gare, lequel appela aussitôt les hommes qui avaient transporté les caisses. Ils parlaient eux aussi de 50 caisses, et ils n'eurent rien à ajouter, sinon qu'elles étaient énormes et terriblement lourdes, et que les soulever était un travail qui donnait soif. L'un d'eux fit remarquer que c'était vraiment malheureux qu'un gentleman, comme vous par exemple monsieur, ne montrât sous une forme liquide qu'il appréciait leur effort à leur juste valeur. Un autre insista en disant que la soif de le transport des caisses leur avait donné était telle que le temps écoulé depuis lors ne l'avait pas apaisé. Inutile de préciser qu'avant de les quitter, j'eus soin de tarir cette source de reproches. 30 septembre. Ce chef de gare me remit un mot d'introduction auprès de son collègue de King's Cross, de sorte que, en arrivant à Londres le matin, je pus immédiatement lui demander ce qu'il savait sur l'arrivée des fameuses caisses. À son tour, il fit venir les employés qui s'en étaient occupés, et ceux-ci me dirent que leur nombre montait à 50. Ici, aucune soif extraordinaire ne s'était manifestée, cependant qu'elle fût extraordinaire ou non, à nouveau, je me sentis obligé de désaltérer ces braves gens. De King's Cross, je gagnai le bureau de Carter, Patterson et compagnie, où l'on me reçut très courtoisement après avoir cherché un dossier relatif aux transactions. Les employés à qui je m'étais adressé téléphonèrent à la succursale de King's Cross afin d'obtenir les renseignements précis. Les camionneurs qui avaient transporté les caisses venaient de rentrer et on nous mit tout de suite en rapport. On avait confié à l'un d'eux la lettre de voiture et les autres documents concernant le transport des caisses jusqu'à Carfax. Ici aussi, leur nombre correspondait à celui indiqué sur la facture. De plus, les camionneurs se déclarèrent même prêts à fournir quelques détails supplémentaires. Mais ces détails, je m'en aperçus bientôt, concernaient seulement le grand inconvénient de ce travail, la poussière et la soif qu'elle engendra. Lorsque j'offris à ces hommes l'occasion de la soulager un peu plus tard, et au moyen d'espèces sonnantes et de coupures qui circulent dans le royaume, ce mal salutaire, l'un d'eux s'écria « Cette maison, monsieur, y a pas que de la poussière. C'est si bizarre que je l'ai jamais vue, parole. On dirait qu'on n'y est pas entré depuis 100 ans. Mais la couche de poussière, épaisse comme ça que nous aurions pu nous coucher dessus et dormir sans nous faire mal aux os. Et tombant, comme on dit, en ruine, la maison qu'on sentirait bien la vieille Jérusalem. Mais surtout la vieille chapelle. Ça dépasse tout. Moi et mes camarades, on croyait qu'on n'en sortirait pas vivant. Seigneur, je n'aurais pas voulu rester là un instant de plus à la tombée de la nuit. Je le croyais volontiers, et s'il n'avait su tout ce que je savais, je crois qu'il aurait employé un langage plus expressif encore.
En tout cas, je suis maintenant certain d'une chose. Toutes les caisses arrivées de Varna à Whitby à bord du Déméter furent bien amenées dans la vieille chapelle de Carfax. Il doit y en avoir 50, à moins que depuis lors on soit venu en reprendre quelques-unes. Ce que je crains, après avoir lu le journal du docteur Seward. Je vais essayer de trouver le camionneur qui emportait les caisses de Carfax, quand Renfield l'a attaqué. En suivant cette piste, peut-être apprendrons-nous encore pas mal de choses. Plus tard. Nous avons, Mina et moi, travaillé toute la journée, et tous les papiers sont maintenant en ordre. Journal de Mina Harker, 30 septembre. Je me sens si heureuse que je peux à peine contenir ma joie. C'est sans doute la réaction normale à l'extrême angoisse qui ne me quittait plus. Je craignais que toute cette aspère, en rouvrant sa blessure, ne fasse grand mal à Jonathan. Quand il est parti pour Whitby, il paraissait réellement maître de soi, mais pour ma part, j'étais morte de peur. Dieu merci, ses démarches et les efforts que malgré tout elles ont exigés de lui, l'ont au contraire aidé à se maintenir dans d'excellentes dispositions. Jamais il n'a été aussi fort, aussi plein d'énergie, aussi résolu à aller jusqu'au bout de cette affaire. Le si bon et si cher professeur Van Helsing avait raison. Jonathan est profondément courageux, et plus les difficultés offrent d'obstacles, plus il les affronte hardiment. Alors qu'elle laisserait sans ressort une nature plus faible, il est donc revenu plein d'espoir et de détermination, et nous avons mis en ordre tous les documents. Ils sont prêts. Je me sens également fort excitée. Je me demande s'il ne faut pas, après tout, avoir aussi pitié d'une créature traquée comme l'est maintenant le comte. Car cette créature n'a rien d'humain, et ne semble même pas être une bête. Mais d'autre part, quand on lit ce que raconte le docteur Seward de la mort de Lucie et des événements qui suivirent, il est impossible de trouver pour Dracula la moindre pitié. Plus tard, Lord Godalming et M. Morris sont arrivés plus tôt que nous ne les attendions. Comme le docteur Seward était allé voir les malades et avait emmené Jonathan avec lui, c'est moi qui les accueillis. Cela me fut, je l'avoue, très pénible. Je me souvenais des espoirs de la pauvre Lucie quelques mois seulement auparavant. Naturellement, elle leur avait parlé de moi, et il me sembla que le docteur Van Helsing, lui aussi, avait fait de moi un fameux éloge, pour reprendre l'expression de M. Morris lui-même. Les pauvres, ils ignorent que je sais qu'ils avaient l'un et l'autre demandé Lucie en mariage. Et comme ils croient que je ne sais rien non plus des affreuses circonstances de sa mort, ils n'ont pour ainsi dire parlé que de la pluie et du beau temps. Finalement, je pensais bien faire en les mettant au courant de la situation actuelle, sachant, d'après le journal du docteur Seward, qu'ils avaient assisté à la mort de Lucie, je veux dire sa mort véritable, je ne devais pas craindre de trahir prématurément un secret. Je leur expliquai que mon mari et moi avions lu tous les documents, les avions transcrits à la machine et rassemblés, et je leur donnai à chacun une copie afin qu'ils aillent la lire dans la bibliothèque. Lord Godalming me demanda « Et c'est vous, Miss Harker, qui avez tapé tous ces feuillets à la machine ?» Je répondis par un signe de tête affirmatif, et il continua. Je ne vois pas très bien quel est votre but, mais vous avez tous été si bons, si dévoués pour moi. Le zèle dont vous avez témoigné depuis le début semble porter tant de fruits que tout ce que j'ai pu faire, c'est avoir confiance et essayer de vous aider. J'ai déjà pu admettre certains faits, je le reconnais. D'autre part, je sais que vous aimiez ma pauvre Lucie. Il se détourna et cacha son visage dans les mains. J'entendais les sanglots dans sa voix. Dans un mouvement de chaude sympathie, M. Morris lui posa un moment la main sur l'épaule, puis sortit sur la pointe des pieds. Sans doute y a-t-il dans notre nature, à nous, les femmes, quelque chose qui incite les hommes à s'abandonner devant nous, à leurs émotions, à leurs douleurs, sans pour cela craindre de perdre de leur dignité. Car lorsque Lord Godalming se trouva seul avec moi, il se laissa tomber sur le sofa et ne chercha plus à cacher son chagrin. Je vins m'asseoir près de lui et lui pris la main. J'espère qu'il n'a pas trop jugé cela familier de ma part, et qu'il ne pensera jamais de la sorte si plus tard il se souvient de mon geste. Mais je suis injuste envers lui. Je sais qu'il est un vrai gentleman, et qu'une telle pensée ne lui viendra jamais à l'esprit. J'aimais beaucoup Lucie, lui dis-je, et je sais qu'elle était pour vous ce que vous étiez pour elle, et nous étions, elle et moi, comme deux sœurs. Maintenant qu'elle n'est plus là, ne voulez-vous pas, à votre tour, me considérer comme une sœur ? Je sais que deux grands malheurs viennent de vous atteindre. Si ma sympathie profonde peut soulager si peu que ce soit votre chagrin, laissez-moi vous aider. Le pauvre garçon alors eut une véritable crise de larmes. J'éprouvais pour lui une pitié infinie, et sans réfléchir à ce que je faisais, j'ouvris les bras. En sanglotant, il appuya sa tête contre mon épaule, secoué par l'émotion. Il pleura longtemps, comme un enfant. Chez toutes les femmes aussi, l'instinct maternel s'éveille dès que l'on fait appel à leur protection. Je sentais cet homme qui sanglotait sur mon épaule, et j'avais l'impression que c'était le bébé que je porterais peut-être un jour, et je caressais ses cheveux comme j'aurais caressé les cheveux de mon propre enfant. Au moment même,
Je ne compris pas combien tout cela était étrange. Enfin, ses sanglots se calmèrent, et il releva doucement la tête en s'excusant encore qu'il ne fit rien pour cacher son découragement, son désespoir. Il m'avoua que depuis des jours et des jours, il n'avait pu adresser la parole à personne. Alors que dans son deuil, même un homme doit s'entretenir avec ses semblables, la société d'aucune femme ne lui faisait de bien, et d'autre part, il lui était impossible d'avoir avec aucune d'elles une conversation amicale, à cause des circonstances terribles qui avaient aggravé sa douleur. « Je sais à quel point j'ai souffert, dit-il en s'essuyant les yeux, mais le bien que vous m'avez fait aujourd'hui est si grand que, je le crains, je ne puis pas encore l'apprécier à sa valeur et personne ne le comprendra jamais assez. Pour moi, je le sens, un jour viendra où je le comprendrai pleinement et ma reconnaissance envers vous, croyez-le, sera d'autant plus profonde. Désormais, vous me permettrez d'être un frère pour vous, n'est-ce pas? En mémoire de Lucie. En mémoire de Lucie, répétai-je, comme nous nous serions les mots. Et aussi à cause de ce que vous êtes vous-même, ajouta-t-il, car si quelqu'un a jamais mérité de gagner la gratitude et l'estime d'un homme, vous venez de gagner les miennes. Si, à l'avenir, vous avez jamais besoin de l'aide d'un ami dévoué, ce ne sera pas en vain que vous ferez appel à moi. Dieu veuille que vous ne connaissiez jamais de jours sombres, mais si cela devait arriver, promettez-moi que vous me le feriez savoir. Il parlait avec sérieux, et le cœur déchiré comme au premier jour, et je sentis que le mot qu'il attendait de moi le réconforterait. Je vous le promets, dis-je. Dans le corridor, j'aperçus M. Maurice devant une des fenêtres. Quand il entendit mes pas, il se retourna et demanda aussitôt « Comment va Arthur ?» Remarquant alors que j'avais les yeux rouges, « Ah, je vois que vous l'avez réconforté. Le pauvre garçon, il en avait bien besoin. Il n'y a qu'une femme pour adoucir le chagrin d'un homme, et la tendresse féminine lui était... » Lui-même supportait sa peine avec tant de courage que j'en souffris plus que je ne pourrais le dire. Je vis la liasse de feuillets dans sa main et je me rappelais que lorsqu'il les aurait lus, il saurait que j'étais au courant de tout. Alors je lui dis « Je voudrais tant réconforter tous ceux qui ont de la peine. Promettez-moi d'être pour vous une amie que vous viendrez trouver quand vous aurez besoin de soutien. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous parle ainsi. » Il s'inclina et me baisa la main. Mais au fond, je me sentais si faible, moi qui voulais soutenir cet homme généreux et désintéressé. Je ne savais comment lui témoigner mon admiration, et dans un élan soudain d'enthousiasme, je l'embrassai. Des larmes lui en vinrent aux yeux, et l'espace d'un moment, l'émotion l'empêcha de parler. Pourtant il se ressaisit et me dit « Petite fille, vous ne regretterez jamais de vous être montrée si bonne pour moi, jamais aussi longtemps que vous vivrez. » Puis il alla dans le bureau retrouver son ami. Petite fille, les paroles mêmes qu'il avait dites un jour à Lucie, mais lui-même, quel ami il avait été. Chapitre 18. Journal du docteur Seward. Quand je rentrai à 5 heures, non seulement Godalming et Maurice étaient arrivés, mais déjà ils avaient pris connaissance des divers journaux et lettres que Harker et son étonnante femme avaient recopiés et classés. Harker, lui, n'était pas encore revenu. Il était allé chez les camionneurs, dont le docteur Esney m'avait parlé dans sa lettre. Mrs. Harker nous offrit une tasse de thé, et puis je puis bien dire que pour la première fois depuis que je suis attachée comme médecin à cette maison, j'ai eu vraiment l'impression d'être chez moi. Lorsque nous eûmes pris le thé, Miss Harker s'adressa à moi. « Docteur Seward, puis-je vous demander une faveur? Je voudrais voir ce malade, Monsieur Renfield. Je vous en prie, laissez-moi aller le voir. Ce que vous dites de lui dans votre journal m'intéresse tellement. » Elle me regardait d'une façon si charmante, d'un air si suppliant aussi, qu'il m'était impossible de lui refuser cela, et du reste, je n'avais aucune raison de le faire. Je l'emmenai donc voir Renfield. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je dis à mon patient qu'une dame désirait le voir, à quoi il répondit en se contentant de demander « Pourquoi ?» « Cette dame visite l'établissement, expliquai-je, et elle voudrait s'entretenir un moment avec tous les pensionnaires, l'un après l'autre. »« Très bien alors, qu'elle entre. Mais attendez un instant, que je mette un peu d'ordre ici. » Pour lui, mettre de l'ordre dans la chambre, c'était avaler toutes les mouches et toutes les araignées que contenaient ces nombreuses boîtes, et cela avant que je n'eusse pu l'en empêcher. De toute évidence, il craignait que quelqu'un d'autre s'occupât, de quelle façon, de ces bestioles. Une fois terminée sa tâche répugnante, il dit sur un ton joyeux « Introduisez cette dame !» Et il s'assit sur le bord de son lit, la tête penchée mais les yeux levés, de sorte qu'il put voir entrer la visiteuse. Un instant, je craignis qu'il eût quelque dessein homicide. Je me rappelais qu'il paraissait parfaitement calme dans mon bureau, le jour où, quelques minutes plus tard, cependant, il avait voulu se jeter sur moi. Aussi eus-je soin de me tenir assez près de lui pour pouvoir le maîtriser tout de suite, si jamais il tentait d'attaquer Miss Harker. Elle entra dans la chambre avec cette grâce, cette aisance qui, immanquablement, intimide les fous en forçant leur respect. Elle alla tout de suite à lui, souriante, et la main tendue.
Bonsoir, monsieur Renfield, lui dit-elle. Vous voyez que je vous connais, le docteur Seward m'a parlé de vous. Il ne lui répondit pas immédiatement. Les sourcils froncés, il la regardait attentivement. Puis, peu à peu, il laissa paraître l'étonnement, puis le doute, et alors quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre dire à Miss Harker « Vous n'êtes pas la jeune fille que le docteur voulait épouser, n'est-ce pas ?»« Non, ce ne peut être vous, car celle-là est morte. » Miss Harker eut à nouveau un doux sourire tandis qu'elle lui répondait. « Non, assurément, car moi j'ai un mari que j'ai épousé alors que je n'avais encore jamais vu le docteur Seward et que lui-même ne m'avait jamais vu non plus. Dans ce cas, que faites-vous ici ? Mon mari et moi sommes venus en visite chez le docteur Seward. Ne restez pas chez lui. Mais pourquoi ? Pensant que ce genre de conversation pourrait déplaire à Miss Harker, encore plus qu'à moi-même, je jugeais bon d'intervenir. Comment savez-vous que j'avais eu l'intention de me marier ? Demanda-je à Renfield. Il me répondit sur un ton de mépris, tandis que son regard allait de Miss Harker à moi, pour se détourner aussitôt. Quelle question stupide ! Je ne suis pas du tout de cet avis, monsieur Renfield, dit Miss Harker, prenant immédiatement parti pour moi. Il eut, pour lui répondre, autant de courtoisie et de respect qu'il m'avait témoigné de mépris. Vous comprendrez certainement, Miss Harker, que lorsqu'un homme est estimé, aimé, comme l'est le docteur, tout ce qui le concerne intéresse notre petite communauté. Non seulement ses amis aiment le monsieur Seward, mais même ses malades, parmi lesquels certains, à cause d'un équilibre mental des plus précaires, peuvent dénaturer les causes et les effets. Depuis que je suis moi-même dans cet asile d'aliénés, je ne puis m'empêcher de remarquer que la tendance au sophisme chez certains de ces pensionnaires les incline à commettre des erreurs de non causa et ignorato indici, qui les incline à se tromper par ignorance de la matière, sinon de la cause. D'étonnement, j'ouvris les yeux tout grands. Voici que le malade dont je m'occupais le plus, celui qui caractérisait plus exactement qu'aucun des cas que j'avais jamais vu l'affection dont il souffrait, se mettait à parler philosophie, et cela exactement comme l'eût fait un gentleman distingué. La présence de Miss Harker avait-elle fait vibrer quelques cordes dans sa mémoire ? Si ce réveil inattendu de ses facultés mentales était spontané, ou du moins provenait de l'influence inconsciente de la jeune femme, celle-ci devait posséder certes un don, un pouvoir peu ordinaire. Nous bavardâmes pendant quelques moments encore. Miss Harker, voyant que Renfield paraissait jouir de sa raison, tenta, non sans me lancer, en commençant un regard interrogateur, de le faire parler de son sujet préféré. Décidément, il m'étonnait de plus en plus. Il le fit avec l'impartialité d'un homme en pleine possession de ses facultés mentales. Bien plus, il se prit lui-même en exemple quand il en vint à traiter certaines choses. Eh bien, vous voyez en moi un être fort étrange. Il n'est pas surprenant, croyez-moi, que les miens se soient inquiétés et m'aient fait mettre sous surveillance. Je me figurais que la vie était une entité positive, perpétuelle, et qu'en engloutissant une multitude d'êtres vivants, même s'ils se trouvent tous au bas de l'échelle de la création, on peut prolonger indéfiniment la vie. Il m'est arrivé d'y croire à tel point que, dans l'un de ces moments-là, j'ai réellement voulu supprimer un homme. Le docteur vous dira comme moi que j'ai essayé un jour de le tuer, dans l'intention d'augmenter mes forces vitales, en m'assimilant sa vie par le moyen de son sang. Me souvenant naturellement des paroles de l'Écriture, car le sang est la vie, encore que, en vérité, le vendeur d'un certain remède ait vulgarisé ce truisme au point de le rendre digne de mépris. Pas vrai, docteur ? J'acquiesçai d'un signe de tête, trop stupéfait pour trouver à dire ou même à penser quoi que ce fût. Se pouvait-il que 5 minutes seulement auparavant, j'eusse vu cet homme manger ses mouches et ses araignées ? Je consultai ma montre. Il me fallait aller chercher Van Helsing à la gare. J'avertis donc Miss Harker qu'il était temps de nous retirer. Elle se leva aussitôt pour me suivre, mais auparavant, elle dit gaiement à Renfield « Au revoir, et j'espère que je vous verrai souvent, dans les circonstances plus favorables. » À quoi il répondit, pour mon étonnement final « Au revoir, ma chère, ou plutôt, Dieu fasse que je ne revoie jamais votre charmant visage. Qu'il vous bénisse et vous protège. » Je partis donc pour aller chercher M. Van Helsing à la gare, laissant chez moi le pauvre Hart, l'air un peu plus joyeux pourtant qu'il ne l'avait eu depuis le début de la maladie de Lucie, et Kinsey, ayant de son côté repris son train. Van Helsing sauta du wagon avec l'agilité d'un jeune homme. Tout de suite il me vit, et se précipitant vers moi, il me dit « Ah, John, mon ami, comment allez-vous ? Bien ? Parfait. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'intention de rester ici un certain temps si cela est nécessaire, et j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Madame Mina est chez vous ? Oui.
et son admirable mari. Et Arthur, et mon ami Kinsey, ils sont tous chez vous eux aussi? Parfait. En chemin, je lui racontais tout ce qui s'était passé depuis son départ et comment mon propre journal, sur la suggestion de Miss Harker, avait servi maintenant à quelque chose. Ah, l'étonnante Madame Mina. Elle a véritablement le cerveau d'un homme qui serait extraordinairement doué, mais un cœur de femme. Croyez-moi, Dieu avait une intention particulière quand il l'a façonnée. Mon cher John, jusqu'à présent la chance a voulu que cette femme nous aide. Seulement, passée cette soirée, elle ne devra plus être mêlée à cette horrible histoire. Elle court un trop grand risque. Nous sommes tous décidés, n'est-ce pas? Nous nous sommes promis l'un à l'autre de détruire ce monstre, mais ce n'est pas le rôle d'une femme. Même s'il ne lui arrivait effectivement aucun malheur, le cœur pourrait lui manquer devant tant et tant d'horreurs, et elle pourrait continuer à en souffrir d'une nuit sur l'autre, d'une façon ou l'autre, qu'il s'agisse d'un trouble nerveux ou que ces nuits désormais soient peuplées d'horribles cauchemars. De plus, elle est jeune et mariée depuis peu. Elle aura peut-être bientôt, si ce n'est pas déjà maintenant, d'autres sujets de préoccupation. Vous me dites qu'elle a tout transcrit à la machine, donc elle va vraisemblablement nous entretenir de cette affaire. Mais dès demain, fini, elle ne s'en occupera plus. C'est sans elle que nous poursuivons. Je l'approuvais entièrement et j'informais alors de ce dont nous étions aperçus pendant son absence. La maison achetée par Dracula était celle-là même qui se trouvait à côté du parc de l'établissement. Van Helsing montra un réel étonnement et parut même fort soucieux. « Oh, que nous l'avons su plus tôt, s'écria-t-il, nous l'aurions pris à temps, nous aurions sauvé la pauvre Lucie. Enfin, la chose accomplie, point de remède, n'y pensons plus, mais essayons d'atteindre notre but. » Il se tut, et ce silence dura jusqu'à ce que nous fussions arrivés. Avant de monter nous habiller pour le dîner, il dit à Miss Harker: « Mon ami John me dit, Madame Mina, que vous et votre mari aviez recopié et classé les documents qui concernent tout ce que nous savons de Dracula jusqu'à ce moment. » « Non, pas jusqu'à ce moment, professeur, précisa-t-elle, mais jusqu'à ce matin, oui. » Quelle est la différence? Toute la lumière possible a été jetée sur les événements, même sur ceux qui, d'apparence, étaient les moins importants. Nous nous sommes dit l'un à l'autre tout ce que nous savions, n'est-il pas vrai? Miss Harker rougit et tira une feuille de papier de sa poche. « Docteur Van Helsing, lui demanda-t-elle, voulez-vous bien lire ceci et me dire si je dois continuer? Ce sont des notes que j'ai prises aujourd'hui. Il m'a également paru utile de considérer désormais tout ce qui se passe, jusqu'au moindre détail. Mais ici, il y a peu de choses qui ne soient pas personnelles. Dois-je continuer? » Après avoir lu attentivement ce texte, le professeur le lui rendit en disant: « Ceci n'ira pas rejoindre les autres documents, si vous ne le désirez pas. Pour ma part, cependant, j'y tiendrai beaucoup. Votre mari ne vous en aimerait que davantage, et l'estime que nous tous, vos amis, avons pour vous n'en serait que plus grande. Votre estime, et aussi notre amitié. » En reprenant le papier, elle rougit à nouveau, mais elle eut en même temps un large sourire. Aussi donc, et jusqu'à cette heure même, nos notes sont complètes et entièrement mises en ordre. Le professeur en emporta un exemplaire afin de l'étudier après le dîner, en attendant notre réunion fixée pour 8 heures. Comme chacun de nous a déjà lu le tout, une fois réunis dans mon bureau et au courant des moindres faits, nous serons à même d'élaborer notre plan de campagne contre notre terrible et mystérieuse ennemie. Journal de Mina Harker, 30 septembre. 2 heures après le dîner, qui avait eu lieu à 6 heures, nous nous retrouvâmes dans le bureau du docteur Seward sans que nous nous fussions concertés. Notre réunion ressemblait fort à celle d'un conseil ou d'un comité. Le professeur Van Helsing prit place en haut au bout de la table, ainsi que l'en pria le docteur Seward, dès qu'il le vit entrer dans la pièce. Il me fit à sa droite et me demanda de servir de secrétaire à notre groupe. Jonathan s'assit près de moi. En face de nous s'installèrent Lord Godalming et le docteur Seward et M. Morris. Lord Godalming étant à côté du professeur et le docteur Seward à côté de Lord Godalming, le professeur Van Helsing prit la parole. « Si je me trompe, dit-il, si je ne me trompe, dit-il, nous sommes tous au courant des faits relatés dans ces lettres et journaux personnels. » Nous l'en assurâmes. Il reprit. « Cela étant, je crois utile de vous dire à quel genre d'ennemi nous avons affaire. Je vais vous expliquer certains points de l'histoire de cet homme dont je suis maintenant absolument sûr. Ensuite, nous examinerons ensemble quelle peut être la meilleure façon d'agir et nous prendrons nos mesures en conséquence. Sans aucun doute, les vampires existent. Certains d'entre nous en ont la preuve. Et même si nous n'avions pas fait nous-mêmes cette malheureuse expérience, l'histoire du passé fournit des preuves suffisantes de leur existence. Je reconnais qu'au début j'étais sceptique. Si depuis de très nombreuses années je ne m'étais pas efforcé de garder pour toute chose une grande ouverture d'esprit, je n'aurais rien cru de toute cette histoire, jusqu'au moment où le tonnerre lui-même m'aurait crié à l'oreille: « Vois, je t'oblige à voir, je te mets une preuve irréfutable sous les yeux. » Et
hélas, si j'avais su dès le début ce que je sais maintenant, ou plutôt si j'avais vu ce que deviné à qui nous avions affaire, cette vie si précieuse de notre chère Lucie aurait été sauvée. Mais nous l'avons perdue, et maintenant tous nos efforts doivent tendre à sauver d'autres pauvres âmes. Il faut savoir que ce Nosferatu ne meurt pas, comme l'abeille une fois qu'il a fait une victime. Au contraire, il n'en devient que plus fort, et plus fort il n'en est que plus dangereux. Le vampire qui se trouve parmi nous possède à lui seul la force de vaincre. Il est plus rusé qu'aucun mortel, puisque son astuce s'est affinée au cours des siècles. Il se sert de la nécromancie, art qui, comme l'indique l'étymologie du mot, consiste à évoquer les morts pour deviner l'avenir, et tous les morts dont il peut approcher sont à ses ordres. C'est une brute, et pire qu'une brute, c'est un démon sans pitié, et il n'a pas de cœur. Il peut, avec pourtant certaines réserves, apparaître où et quand il veut, sous l'une ou l'autre forme de son choix. Il a même le pouvoir dans une certaine mesure de se rendre maître des éléments, la tempête, le brouillard, le tonnerre, et de se faire obéir des créatures inférieures, telles que le rat, le hibou, la chauve-souris, la phalène, le renard et le loup. Il peut se faire grand ou se rapetisser, et à certains moments, il disparaît, exactement comme s'il n'existait plus. Dans ces conditions, comment devons-nous nous y prendre pour le détruire? Comment le trouverons-nous? Et l'ayant trouvé, comment le ferons-nous périr? Mes amis, l'entreprise est aussi ardue que terrible, et à songer aux conséquences qu'elle peut avoir, l'homme le plus courageux frémirait. Car si nous échouons dans la lutte, alors son triomphe à lui est certain. Et qu'adviendra-t-il dans ce cas? Pour moi, il n'est pas de perdre la vie qui me fait peur, mais notre échec signifierait tout autre chose qu'une question de vie ou de mort. Nous deviendrions semblables à lui, des créatures de la nuit comme lui, sans cœur ni conscience, faisant notre proie des corps et des âmes de ceux que nous aimons le plus au monde. Les portes du ciel seraient à jamais fermées pour nous, car qui nous les ouvrirait? Tous nous abomineraient à jamais. Nous serions une tache sous le soleil de Dieu, une flèche dans le flanc de celui qui est mort pour sauver l'humanité. Pourtant notre devoir est là, tout tracé. Pouvons-nous reculer? En ce qui me concerne, je dis non. Je suis vieux, et la vie, dans son soleil resplendissant, ses jardins enchantés, sa musique et l'amour, est bien loin derrière moi. Vous, mes amis, vous êtes jeunes. Certains d'entre vous ont déjà connu le chagrin, mais même ceux-là peuvent encore, assurément, attendre de beaux jours. Que décidez-vous? Tout en l'écoutant parler, Jonathan avait pris ma main. Au moment où j'avais vu mon mari tendre la main vers moi, j'avais tremblé de crainte que l'effroyable danger dont nous entretenait le professeur ne les décourageât complètement. Mais il me sembla revivre quand je sentis sur la mienne cette main si forte, si sûre d'elle, si décidée. Assurément la main d'un homme courageux à son langage propre. Il n'y a pas qu'une femme amoureuse pour entendre ce qu'elle dit. Lorsque le professeur se tut, nous nous regardâmes dans les yeux, mon mari et moi. Toute parole entre nous était inutile. Je réponds pour Mina et pour moi-même, dit Jonathan. Comptez sur moi, professeur, fit M. Morris. Puis, je suis avec vous, répondit de son côté l'ordre d'Aline, et je serai avec vous en souvenir de Lucie, même si je n'avais pas un autre motif pour vous aider. Quant au docteur Seward, il se contenta de faire un signe de tête affirmatif. Nous nous serrâmes tous la main, notre pacte solennel était conclu. J'avoue que mon cœur se glaçait. Pas un instant toutefois, l'idée ne me vint que je ne pourrais renoncer à l'entreprise. Nous reprîmes chacun notre place, et le docteur Van Helsing poursuivit son explication avec un certain entrain qui montrait bien que le travail sérieux venait enfin de commencer. Bon, vous savez à présent contre quoi nous luttons. Mais de notre côté, nous ne sommes point dépourvus de force. Nous avons l'avantage du nombre, puisque le vampire est toujours seul et que nous sommes plusieurs. Nous avons les renseignements que nous donnent les livres, nous sommes libres d'agir et de penser, et pour ce qui est de l'action, toutes les heures du jour et de la nuit nous appartiennent. En réalité donc, ces forces dont nous bénéficions, nous sommes parfaitement libres de les employer comme nous l'entendons. Nous sommes donc dévoués à une cause, et le but que nous nous proposons d'atteindre n'est pas d'en retirer un profit personnel, mais un profit qui s'étendra à toute l'humanité. Maintenant, considérons les limitations du vampire en général et de celui-ci en particulier. Il faut pour cela nous référer aux traditions et aux superstitions. Celles-ci, à vrai dire, ne nous apprennent pas grand-chose quand il s'agit de vie et de mort. Or, les questions en jeu sont bien plus essentielles que la vie ou la mort. Et pourtant, il faudra nous en contenter d'abord parce que nous y sommes bien obligés, ensuite parce que, après tout, la tradition et la superstition ne laissent pas d'être importantes. N'est-ce pas à cause d'elles, bien que, hélas, il n'en ait
pas été de même pour nous, que la plupart des hommes croient aux vampires. Il y a un an d'ici, lequel d'entre nous aurait admis ce que nous savons maintenant, en ce 19e siècle, sceptique, positiviste, où l'esprit scientifique est tout-puissant? Nous avons repoussé une croyance, et plus tard, nous avons eu, sous les yeux, la preuve qu'elle n'était pas insensée. Soyez certains que le vampire, c'est cela qui explique cette croyance que certains hommes ont toujours eue, et, de ses pouvoirs et de ses limitations, a donné à d'autres qu'à nous des preuves de sa réalité. Car sans doute possible, on l'a connu partout où il y a eu des hommes. Il s'est manifesté partout, dans l'ancienne Grèce, dans l'ancienne Rome, en Allemagne, en France, en Inde, et même dans les presqu'îles de Chersonèse, en Chine, pays éloigné de nous, à tant de points de vue. Il existe encore aujourd'hui et les gens le craignent. Il a suivi les hordes venues d'Islande, les Huns, les Slaves, les Saxons, les Magyars. Nous savons donc ce que nous devons savoir. Nous possédons tous les éléments nécessaires pour agir, et laissez-moi vous le dire, un grand nombre de croyances à son sujet se sont vérifiées au cours de notre si malheureuse expérience. Le vampire vit, sans que le temps qui passe l'amène peu à peu à la mort. Il prospère, aussi longtemps qu'il peut se nourrir du sang des vivants. Nous avons pu constater qu'il rajeunit, qu'il devient plus fort, et qu'il semble se refaire quand il trouve en suffisance sa nourriture préférée. Mais il lui faut ce régime. Il ne se nourrit pas comme les autres hommes. Notre ami Jonathan, qui a habité chez lui pendant des semaines entières, ne l'a jamais vu prendre un repas. Jamais. Et son corps ne projette aucune ombre. Son image ne se réfléchit pas dans un miroir. Cela aussi, Jonathan l'a remarqué. D'autre part, il dispose d'une force extraordinaire, comme Jonathan de nouveau l'a constaté quand le comte a refermé la porte sur les loups et quand il a aidé notre ami à descendre de voiture. Il peut se changer en loup, ainsi qu'on l'a vu à l'arrivée du bateau à Whitby, quand il a attaqué et déchiqueté un chien, ou en chauve-souris, et c'est ainsi que Madame Mina l'a aperçu sur l'appui de la fenêtre, à Whitby. Notre ami John l'a vu aussi s'envoler de cette maison voisine, et c'est ainsi encore que notre ami Kinsey l'a vu se poser sur la fenêtre de Miss Lucy. Il peut s'approcher, entouré d'un brouillard que lui-même suscite. L'aventure effroyable de ce courageux capitaine resté à son gouvernail le prouve. Mais nous savons aussi quelle limite est l'espace sur lequel s'étend ce brouillard qui ne fait précisément que l'entourer. Le protéger. Le vampire apparaît en grains de poussière sur les rayons d'un clair de lune. Et c'est comme cela que Jonathan a aperçu ces trois femmes dans le château Dracula. Il peut se faire si petit, si mince, et souvenez-vous, Miss Lucy, avant de connaître la paix éternelle, s'est glissée par une fente de la largeur d'un cheveu qui existait dans la porte du tombeau, car il lui est donné, une fois qu'il a trouvé son chemin, de sortir de n'importe quoi, d'entrer dans n'importe quoi et de voir dans l'obscurité ce qui n'est pas un pouvoir négligeable dans un monde à demi privé de lumière. Mais ici, suivez-moi bien, il est capable de tout cela, oui, et pourtant il n'est pas libre. Il est prisonnier, plus qu'un homme condamné aux galères, plus qu'un fou enfermé dans son cabanon. Aller là où il en aurait envie lui est interdit. Lui qui n'est pas un être selon la nature, il doit cependant obéir à certaines de ses lois. Pourquoi? Nous n'en savons rien. Toutes les portes ne lui sont pas ouvertes. Il faut au préalable qu'on l'ait prié d'entrer. Alors seulement il peut venir quand il le désire. Son pouvoir cesse, comme d'ailleurs celui de toutes les puissances malignes, dès les premières lueurs de l'aube. Il jouit d'une certaine liberté, mais en des moments précis. S'il ne se trouve pas à l'endroit où il voudrait être, il ne peut s'y rendre qu'à midi, ou au lever, ou au coucher du soleil. Tout cela, la tradition et les livres nous l'apprennent, et nous en trouvons aussi la preuve dans les documents que nous avons nous-mêmes rassemblés. Ainsi, tandis que le vampire peut parfois accomplir sa propre volonté, pourvu qu'il respecte les limitations qui lui sont imposées et se confine dans son domaine, son cercueil à lui, son enfer à lui, ou encore dans un endroit non béni, comme par exemple cette tombe du suicidé dans le cimetière de Whitby, et encore ne peut-il se déplacer qu'à des moments bien précis. On dit aussi qu'il ne peut franchir les eaux vives qu'à marée haute ou lorsque la mer est étalée. Et puis, il y a des choses qui lui ôtent tout pouvoir, comme l'ail, nous le savons assez, comme ce symbole, ma petite croix, devant laquelle il recule avec respect et s'enfuit. Il y en a encore d'autres, et il vous faut les connaître, au cas où nous devrions nous en servir au cours de nos recherches. Une branche de rosier sauvage, posée sur son cercueil, l'empêche d'en sortir. Une balle bénite que l'on tirerait de son cercueil le tuerait, et il deviendrait alors un mort véritable. Quant au pieu que l'on enfonce dans son cœur, nous savons qu'il lui donne également le repos éternel. Repos éternel qu'il connaît de même si on lui coupe la tête. Nous l'avons constaté de nos propres yeux. Ainsi donc, en ce qui concerne le comte Dracula, quand nous trouverons la demeure de cet homme, nous pourrons le forcer à rester dans son cercueil
ou nous le détruirons. Mais il est rusé, ne l'oublions pas, et il est très intelligent aussi. J'ai demandé à mon ami Arminius de l'université de Budapest de me communiquer l'histoire de sa vie, et il m'a mis au courant de tout ce qu'il connaissait. Ce doit être ce même voïvode Dracula qui fonda sa renommée en traversant le grand fleuve et en allant battre le Turc à la frontière même de la Turquie. S'il en est ainsi, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, car à l'époque et pendant les siècles qui suivirent, on parla de lui comme du fils le plus habile et le plus audacieux, mais aussi le plus courageux du pays par-delà la forêt. Cette intelligence supérieure, cette volonté inébranlable, il les garda jusque dans la tombe et il ne s'en sert maintenant contre nous. Les Dracula, dit Arminius, appartenaient à une illustre et noble race, encore que certains d'entre eux, au cours des générations successives, s'il faut en croire les contemporains, avaient eu rapport avec le malin. Ils se mirent à son école et apprirent ses secrets à Scholomance, dans les montagnes qui dominent le lac d'Helmonsdt, où le diable revendique un disciple sur 10 comme sa propriété. Les documents emploient les termes de Stregoïca, sorcière, Ordog, et Scopol, Satan, enfer. L'un des manuscrits parle de notre Dracula comme d'un vampire, vocable que tous ici nous comprenons que trop bien. C'est de sa propre semence, de lui seul, que sont nés tant de grands hommes et de femmes illustres, et leur tombeau sanctifie cette terre, qui est la seule dans laquelle le monstre se trouve chez lui. Car parmi les caractéristiques qui le rendent si effrayant, la moindre n'est pas qu'il soit profondément enraciné dans tout ce qui est bon. Il ne pourrait perdurer dans un terrain vierge de mémoire sacrée. Depuis un bon moment déjà, M. Maurice ne cessait pas de regarder par la fenêtre. Finalement, il se leva, sans donner aucune explication, sortit de la pièce. Le professeur s'était tué un moment. Bientôt, il reprit. Et maintenant, nous devons décider de ce que nous allons faire. Nous disposons de beaucoup de données, et c'est à partir de là qu'il nous faut établir notre plan. Nous savons, d'après l'enquête qu'a menée Jonathan, que 50 caisses de terre sont venues du château de Dracula à Whitby, et que toutes ont été envoyées à Carfax. Mais nous savons également que l'on est venu ensuite en chercher au moins quelques-unes. À mon avis, il nous faut en premier lieu nous assurer si toutes les autres sont bien restées dans cette maison ou si on en a encore enlevé. Dans ce cas, nous rechercherons. Il fut interrompu d'une façon assez surprenante. Nous entendîmes au dehors un coup de pistolet. Une balle fit voler en éclats une vitre de la fenêtre, puis faisant ricocher du haut de l'embrasure, vint frapper le mur au fond de la pièce. Sans doute suis-je pusillanime car je criais de peur. D'un bond, les hommes se levèrent tous en même temps. Lord Godalming se précipita à la fenêtre, qu'il ouvrit bientôt. Nous entendîmes alors la voix de M. Maurice. « Mes excuses, je vous ai effrayé, n'est-ce pas ? Je rentre pour vous raconter ce qui s'est passé. » Un instant plus tard, il était de nouveau dans le bureau. « C'est idiot de ma part, dit-il, et je vous prie très sincèrement de me pardonner, Miss Harker. Je crois que je vous ai fait terriblement peur. Mais voici, pendant que le professeur parlait, une grosse chauve-souris est venue se poser sur le rebord de la fenêtre. Depuis les événements récents, j'ai une telle horreur de ces sales bêtes que je ne peux plus en voir une sans vouloir la tuer. Cela m'est arrivé je ne sais combien de fois déjà, depuis plusieurs soirs. Et vous vous moquiez de moi, n'est-ce pas ? L'avez-vous touchée ? Demanda le docteur Van Helsing. Je ne crois pas, car elle a continué de voler en direction du bois. Sans un mot de plus, il se rassit. Le professeur acheva ce qu'il avait à dire. Nous rechercherons chacune de ces caisses, et quand nous saurons où elles se trouvent, ou bien nous nous emparerons de son monstre, ou bien nous le tuerons dans l'un de ses repères, ou encore nous rendrons inefficace la terre contenue dans les caisses afin qu'il n'y soit plus en sûreté. Ainsi nous le prendrons sous sa forme humaine, entre l'heure de midi et le coucher du soleil. Nous engagerons la lutte avec lui au moment où il est le plus faible. En ce qui vous concerne, Madame Mina, à partir de ce soir, vous ne vous occuperez plus de rien jusqu'à ce que tout soit fini. Vous nous êtes trop précieuse pour vous exposer à de si grands dangers. Une fois que nous serons séparés ce soir, vous ne nous poserez plus aucune question. Nous vous raconterons tout en temps opportun. Nous sommes, nous, des hommes capables de supporter les plus dures épreuves. Mais vous serez notre étoile, notre espoir, et nous agirons avec autant plus de liberté que nous saurons que vous êtes à l'abri de tout danger. Tous, et même Jonathan, furent soulagés d'une grande inquiétude. Cependant, je ne trouvais pas souhaitable qu'il se lance sans moi dans cette aventure, car plus nombreux nous eussions ainsi été d'autant plus forts. Leur résolution était prise et je n'avais qu'à m'incliner, à accepter le chevaleresque souci qu'il prenait de ma sécurité. Monsieur Maurice intervint alors. Comme il n'y a pas de temps à perdre, dit-il, je suppose que nous allions tout de suite voir ce qui se passe dans cette maison. Quand
quand on a affaire à ce monstre, chaque minute est importante. En agissant rapidement, peut-être l'empêcherons-nous de faire une victime de plus. Je l'avoue, je sentis mon courage m'abandonner au moment où je compris qu'ils allaient se mettre à l'œuvre sur le champ, mais je n'en laissai rien paraître, de crainte que, s'ils s'apercevaient jamais que mes terreurs pouvaient devenir une entrave à leur entreprise, ils ne me permettent même plus désormais d'assister à leurs discussions. Ils sont maintenant allés à Carfax, emportant tout ce qui leur est nécessaire pour entrer dans la maison. Cela ressemble bien aux hommes. Ils m'ont dit d'aller me coucher et de dormir, comme si une femme pouvait dormir quand ceux qu'elle aime sont en danger. Mais je me mettrai au lit et ferai semblant de dormir pour que Jonathan, quand il rentrera, n'éprouve pas de nouvelles inquiétudes à mon sujet. Et on va